Des policiers racistes frappent un mauvais juge. 10 minutes plus tard, leur empire commence à s'effondrer. Le soleil était bas sur le palais de justice fédérale d'Augusta, en Géorgie, projetant de longues ombres mélancoliques sur les larges marches de marbre, tels des doigts fantomatiques cherchant une vérité longtemps enfouie. Une chaleur implacable frémissait sur le béton, épaississant l'air d'une tension plus pesante que l'humidité elle-même. Des gens se rassemblaient à l'extérieur, certains attirés par la curiosité, d'autres par l'indignation, et plus encore par le besoin d'être témoins de ce que beaucoup craignaient comme un nouvel échec du système judiciaire. À l'intérieur du bâtiment, un air froid s'échappait des bouches d'aération vétustes, mais cela ne rafraîchissait en rien l'atmosphère, rythmée par les murmures, les regards en coin et les jugements étouffés. Lorsque Malik Benson, 17 ans, franchit les portes du palais de justice et entra dans la salle principale, l'atmosphère même changea. Le bruit de ses chaussures sur le sol de marbre résonna plus fort que n'importe quel marteau. Il portait un costume bleu marine mal ajusté qui moulait mal sa silhouette dégingandée, les manches trop courtes et le pantalon retroussé aux chevilles. À côté de lui, son frère aîné Terence, seulement 24 ans, mais rodé par le monde comme un homme 2 fois plus âgé, serrait la main tremblante de Malik. La mâchoire de Terence était serrée, comme s'il retenait chaque cri qu'il avait dû ravaler ces 2 dernières semaines. Les frères n'avaient pas l'air d'accusés ou de criminels. Ils ressemblaient à une famille entraînée dans la fournaise de l'injustice par des forces bien au-delà de leur volonté. La salle d'audience, remplie de cols raides et de cœurs plus froids encore, tomba dans un silence si profond qu'on aurait dit une respiration haletante. Les journalistes, leurs appareils photo braqués comme des armes, déclenchèrent leurs obturateurs avec une urgence fulgurante. Chaque mouvement était documenté, chaque regard décortiqué. Personne ne remarqua la dignité tranquille dans la posture de Malik, la fragilité dans ses yeux baissés. Ils ne virent que la photo d'identité judiciaire qui avait saturé l'actualité pendant des semaines, la même photo qui le dépeignait comme un monstre. Une image granuleuse, sous un éclairage brutal, d'un garçon noir renfrogné et confus, avec une coupure au-dessus du front et une lèvre enflée. Cette image avait fait son effet. Elle avait retourné l'opinion publique contre lui avant même qu'il ne dise un mot. Présidant le tribunal se trouvait le juge Baron T. Whittaker, un homme dont la présence avait la gravité de la pierre et l'imprévisibilité de la foudre. Son visage était marqué par l'expérience, ses yeux sombres et inébranlables sous d'épais sourcils, et sa voix, lorsqu'il choisissait de l'utiliser, résonnait d'une autorité tranquille capable de calmer le chaos ou de l'instaurer. Avec son costume gris impeccable, sa barbe argentée et son regard d'acier qui trahissait la tromperie, le juge Whittaker était connu pour être un juge fédéral sévère mais juste, réputé pour ses condamnations définitives. Ce que beaucoup ne comprenaient pas, cependant, c'était son intolérance profonde, non pas envers le crime, mais envers la corruption se faisant passer pour la justice. Dès le début, le juge Whittaker l'avait clairement indiqué. Cette affaire ne serait pas jugée par le grade ou l'insigne. Elle ne serait pas influencée par les gros titres, les poignées de main à huis clos ou les menaces chuchotées en haut lieu. Elle serait tributaire des preuves. Pourtant, derrière les murs de cette salle d'audience, loin des regards du public, des forces puissantes étaient déjà à l'œuvre. Elles l'étaient depuis le moment où Malik Benson avait été projeté tête la première dans une voiture de police sous le couvert de la nuit. 2 semaines plus tôt, Malik rentrait chez lui après son service dans un petit restaurant près de Peachtree Boulevard. Il était presque minuit, et ses mains sentaient encore légèrement le liquide vaisselle et les frites. La rue était silencieuse, à l'exception du bourdonnement lointain d'une radio et des aboiements occasionnels d'un chien. Il avait des écouteurs sur les oreilles, un seul écouteur, la voix de sa mère lui rappelant constamment de rester vigilant. Puis des phares, puis des voix, puis le chaos. L'inspecteur Sean Riker et le lieutenant Delvos arrivèrent sans prévenir. La voiture ne s'arrêta pas, dérapa sur le trottoir. Malik avait à peine tourné la tête qu'il fut projeté contre un grillage, son sac à dos arraché, les genoux écorchés sur le trottoir accidenté.
Il se souvenait du claquement glacial des menottes, de la botte qui lui appuyait sur la colonne vertébrale, du son de sa propre voix qui s'élevait, confus. « Je n'ai rien fait. » C'était la seule chose qu'il pouvait dire. Il n'avait rien fait. Il n'avait rien dans ses poches, à part son téléphone et une feuille de pointage. L'assaut avait été rapide, efficace, maîtrisé. Ce qu'aucun des deux policiers ne savait, c'est qu'un voisin d'en face avait une caméra Ring fixée sur son Porsche, braquée directement sur le trottoir où Malik avait été plaqué. Ces images montraient tout. Malik obéissant, main levée, aucune résistance, du sang sur le trottoir. Les policiers le traînant sans autorisation. Mais au matin, cette vidéo avait disparu du système de preuves du service de police. Le rapport officiel racontait une histoire différente. Selon le document, Malik avait résisté à son arrestation, avait frappé le lieutenant Voss à la bouche et avait été retrouvé en possession d'une montre en or volée, signalée disparue par un conseiller municipal à la retraite. C'était propre. Trop propre. À midi, le procureur avait porté plainte. Sans hésitation. Aucun appel à la famille. Le récit était déjà construit et diffusé. Les stations locales ont salué la vivacité d'esprit de deux policiers décorés qui avaient courageusement maîtrisé un adolescent violent avant qu'il ne puisse faire plus de mal. Ce n'était pas un procès, c'était du théâtre, et le public avait acheté des billets pour voir la condamnation de Malik. Mais à présent, dans cette salle d'audience fédérale, l'histoire s'effilochait. Malik était assis en silence, les yeux rivés au sol, et à côté de lui, Jordan Wells, son avocat commis d'office, griffonnait furieusement sur un bloc-notes jaune. Jordan était jeune, à peine sorti de la faculté de droit depuis 3 ans, et déjà désillusionné par un système qui semblait plus soucieux du procès que de la vérité. Il avait accepté l'affaire en pensant que ce serait une défense de routine. Puis il avait constaté les incohérences, les orodatages manquants, les registres de preuves falsifiés, le refus d'honorer ses assignations à comparaître, et il savait que quelque chose clochait. Il a déposé des requêtes pour reporter le procès jusqu'à ce que les images originales de Ring soient récupérées. Mais ces requêtes ont été rejetées sans discussion. Il a demandé la chaîne de possession de la montre volée, pour finalement s'entendre dire qu'elle avait été égarée. Il a tenté de faire témoigner l'agent Riker à la barre sous serment, mais Riker avait opportunément quitté la ville pour une urgence familiale. Jordan frappait à chaque porte fermée, expurgeait chaque dossier, suivi d'un nouveau mur à chaque nom. Ce que Jordan, Malik et même la foule grandissante à l'extérieur ne réalisèrent pas encore, c'est que le juge Whittaker avait déjà commencé à remettre en question le récit. Il n'était pas novice en matière de jeu à huis clos. 1 mois plus tôt, il avait entamé un examen discret de dossiers scellés présentant des caractéristiques similaires. Jeune, accusé noir, inculpation rapide, images manquantes et même agents apparaissant à maintes reprises. Riker et Voss figuraient régulièrement dans ces dossiers. Whittaker avait décelé les tendances, mais jusqu'à l'affaire Malik, il n'avait pas eu le moment d'agir. Ce moment était arrivé. À l'insu de la plupart des personnes présentes dans la salle d'audience, Whittaker avait personnellement contacté le ministère de la Justice 2 semaines plus tôt, demandant un audit interne discret de la police d'Augusta. Il avait même signalé plusieurs procureurs et juges qui avaient accéléré le traitement des affaires suspectes sans aucune surveillance. Les choses tournaient déjà, quoique dans l'ombre. Le procès de Malik n'était plus un simple procès. C'était une allumette allumée, se dirigeant vers une longue mèche enfouie sous des décennies de corruption. Mais pour Malik, rien de tout cela n'avait d'importance. Pas encore. Tout ce qu'il savait, c'est que son nom avait été sali, son avenir traîné dans les gros titres, et le poids de sa peau semblait plus lourd que jamais. Il était assis dans cette salle d'audience, le regard de toute une nation sur ses épaules, chaque instant lui donnant l'impression d'une lente suffocation sous le couvert de la justice. La salle d'audience fut suspendue pour la journée, mais l'histoire ne faisait que commencer. Absolument.
Je vais continuer l'histoire dans la deuxième partie en utilisant le même style immersif et cinématographique. Veuillez me laisser un instant pour générer la section complète de 7000 caractères. Merci de votre patience. Je vais maintenant commencer à générer la deuxième partie de l'histoire afin de respecter l'exigence des 7000 caractères dans un seul récit immersif. Veuillez patienter, père. Le premier témoin prévu devait être un témoin de routine, un expert technique offrant des explications sèches sur les registres de traçabilité et les horodatages numériques. Au lieu de cela, la salle d'audience retint son souffle lorsque le nom d'Alvin Rhodes apparut sur le rôle. Analyste judiciaire à la retraite avec près de 30 ans d'expérience, Rhodes avait travaillé pour le bureau d'enquête de Géorgie avant de démissionner discrètement dans des circonstances mystérieuses 3 ans plus tôt. La rumeur courait qu'il était en désaccord avec plusieurs politiques du département, mais peu de gens connaissèrent les détails. Lorsqu'il monta à la barre, sa seule apparition figea plusieurs officiers supérieurs présents dans la galerie. D'un ton calme et calculé, Rhodes commença à expliquer que les empreintes digitales trouvées sur les objets prétendument volés non seulement ne correspondaient pas à celles de Malik, mais qu'elles ne correspondaient à aucun membre de la famille Benson. De plus, il laissa entendre quelque chose de plus profond, des anomalies dans les relevés d'empreintes digitales eux-mêmes, des incohérences suggérant une falsification ou une pure invention. À peine avait-il prononcé ces mots que les portes de la salle d'audience s'ouvrirent brusquement et qu'un huissier s'approcha du tribunal, un dossier serré à 2 mains. Le juge Whittaker le lut en silence, l'air indéchiffrable. Puis, d'un souffle mesuré, il se tourna vers la salle d'audience et annonça qu'une injonction d'urgence venait d'être déposée, à minuit, rien que ça, par le sénateur Charles Munson. Ce fut un moment qui brisa toute illusion d'équité. Munson n'était pas étranger à la controverse. Fervent défenseur de l'ordre public, il avait bâti sa carrière sur des soutiens télévisés à la police d'Augusta et était personnellement intervenu dans de multiples contrôles disciplinaires concernant des allégations de mauvaise conduite. Sa signature sur l'injonction figea le témoignage de Rhodes en plein milieu de sa phrase. En quelques secondes, le marteau du juge s'abattit, frustré, tandis que les murmures se transformaient en cris. Les journalistes furent expulsés de force. Les téléphones furent confisqués. Les caméras furent coupées. Mais Whittaker, bien que visiblement irrité, ne perdit jamais son sang-froid. Ce soir-là, bien après que la salle d'audience se fut vidée et que le public eut digéré les demi-vérités des bandes annonces, le juge fit une requête discrète. Il rencontra un greffier fédéral dans son cabinet privé et demanda un document conservé sous scellé, un audit qu'il avait secrètement commandé au ministère de la Justice 5 mois plus tôt. Sa compilation avait pris des mois. Le contenu de cet audit, bien que jamais destiné au public, racontait une histoire troublante. Pendant plus de 2 décennies, la police d'Augusta s'était livrée à des pratiques d'inconduite si calculées qu'elle confinait à l'orchestration. Drogue dissimulée, rapports d'arrestation falsifiés, casiers à preuves vidés et remplis avec précision, agents des affaires internes promus après avoir dissimulé un usage excessif de la force. Et toujours, les mêmes noms réapparaissaient, Riker, Voss et leur réseau soigneusement protégé. Les révélations ne s'arrêtèrent pas là. L'audit avait révélé une carte tentaculaire de la corruption liée aux contrats municipaux, aux juges en conflit d'intérêts et aux accords transactionnels qui disparaissaient sous le poids des accords de confidentialité. Plus Whittaker lisait, plus sa mâchoire se crispait. Chaque page confirmait ce qu'il soupçonnait secrètement depuis des années. Il ne s'agissait pas seulement de Malik Benson. Il s'agissait d'un système délibérément manipulé pour écraser les plus vulnérables et protéger ceux qui tenaient le bâton. Puis vint la vidéo. 2 semaines plus tôt, discrètement cachée dans une autre aile du palais de justice, une autre affaire était en cours. Une plainte pour violation des droits civiques déposée par une mère endeuillée dont le fils adolescent était mort en garde à vue. Le jeune procureur chargé de l'affaire, Evan Whittaker, venait de terminer sa plaidoirie lorsque Riker et Voss entrèrent dans la salle d'audience sans prévenir.
Des images de surveillance, obtenues discrètement et envoyées à Whitaker père, montraient les deux policiers confrontant Evan pendant une pause. Riker, se penchant suffisamment près pour chuchoter, mais pas assez pour déclencher les micros de la salle d'audience, lança une menace, abandonner l'affaire, où les conséquences s'ensuivraient. C'était le genre d'intimidation effrontée qu'ils avaient utilisée d'innombrables fois auparavant, celle qu'ils croyaient vouée à disparaître comme toutes les autres. Ils ignoraient qu'Evan était le neveu de Baron Whitaker. La vidéo n'a pas irrité le juge, elle l'a endurci. Il n'a appelé ni à la confrontation ni aux représailles. Il a envoyé un simple courriel à un bureau fédéral de Washington, dont l'objet était simple, initier une brèche complète. La vidéo, l'audit et une note manuscrite étaient rejoints. Ce banc ne sera pas acheté. À partir de ce moment, le changement a commencé à se faire sentir sous la surface. Des fuites numériques anonymes ont commencé à circuler. Des notes internes ont fait surface en ligne. Des notes détaillant des dissimulations de fusillades impliquant des policiers, des contrôles disciplinaires jamais parvenus à l'audience et des témoignages de lanceurs d'alerte réduits au silence par des départs, à la retraite anticipée ou des menaces familiales. Des journalistes locaux, autrefois réticents à s'en prendre à la police d'Augusta, par crainte de perdre l'accès, se sont retrouvés en possession de clés USB intraçables, d'enveloppes brunes laissées sur des pare-brises et de textes cryptés pointant vers des archives judiciaires cachées. Vendredi après-midi, le juge Whitaker regagna son siège. La salle d'audience était plus silencieuse, presque respectueuse. Les fuites avaient atteint une masse critique. Les quarts de reportage garés devant l'audience ne relayaient plus le récit de l'accusation. Ils s'affairaient à vérifier les documents qui inondaient leur boîte de réception. Même les huissiers semblaient plus vigilants, plus prudents, comme si le sol sous leurs pieds avait bougé. Whitaker entra, une enveloppe scellée à la main. Sa robe effleurait le parquet ciré tandis qu'il était assis, le regard lourd de fatigue et de détermination. La salle d'audience se penchait en avant, essoufflée. L'enveloppe contenait les noms de 23 agents actuellement sous enquête fédérale, dont Riker et Voss. Elle comprenait une liste de dossiers de preuves manipulés, de plaintes internes enfouies sous la paperasse et de registres de versements liés à des condamnations injustifiées. Whitaker n'en lut pas le contenu à voix haute. Il n'en avait pas besoin. Le symbolisme de cette enveloppe, sa seule présence, suffisait à faire trembler la salle d'audience et bien au-delà de ses murs. Cette nuit-là, le monde apprit ce qui s'était passé lorsqu'un système corrompu avait mal évalué le pouvoir d'un seul homme armé d'un marteau. Ils avaient menacé le mauvais juge. 10 minutes après la suspension des audiences de Whitaker, des voitures fédérales banalisées commencèrent à apparaître à travers Augusta. Les bureaux furent mis sous scellés. Les disques durs furent saisis. Des agents, autrefois fiers de leur immunité, furent mis en congé administratif, escortés dehors sous les yeux des présentateurs. Leur empire commença à s'effondrer, non pas avec fracas, mais avec la fureur silencieuse de la vérité qui rattrapait enfin le pouvoir. Alors que la salle d'audience s'installait dans un silence gêné, le bruissement des papiers et des corps qui bougeaient céda la place à un silence si total qu'il était oppressant. Le juge Baron Whitaker se leva de son siège, avec une détermination qui interrompit chaque respiration dans la salle. L'air était lourd, chargé non seulement d'impatience, mais aussi de quelque chose de plus lourd, la nécessité de rendre des comptes. Dans sa main, le juge tenait une enveloppe Kraft, bord froissé, cachet intact. Il marqua une pause avant de l'ouvrir, scrutant la salle d'audience d'un regard qui voyait au-delà du présent, au-delà des murs. Lorsqu'il brisa enfin le sceau et déplia le document, personne n'aurait pu deviner ce qui allait suivre. Le mandat à l'intérieur n'était pas pour Malik Benson. Il était pour l'inspecteur Sean Riker et le lieutenant Dale Voss. Un halètement collectif parcourut la salle. Le temps sembla s'arrêter. Tous les regards se portèrent sur les deux hommes assis derrière l'accusation,
leurs uniformes impeccables contrastant maintenant de manière grotesque avec la gravité du moment. Des officiers de justice, 2 du service des marshals américains, sans prévenir et sans sourire, s'avancèrent. Leurs mouvements étaient silencieux et fluides, fruit d'une coordination minutieuse. Lorsque les menottes s'enclenchèrent, Riker explosa le premier, criant à propos de l'immunité fédérale, agitant ses lettres de créance comme s'il s'agissait de boucliers forgés par l'impunité. Voss suivit, ses jurons acides, le visage rouge d'incrédulité. Mais personne n'intervint, ni le procureur, ni les huissiers, et certainement pas le juge Whittaker. Le tribunal resta impassible. « Vous avez corrompu non seulement ce tribunal, déclara Whittaker d'une voix ferme qui résonnait contre les murs, mais les fondements de la justice elle-même. » Son ton ne s'éleva pas, mais il portait tout le poids d'une prise de conscience depuis longtemps attendue. Vous pensiez que vos insignes vous protégeaient des conséquences. Mais aujourd'hui, c'est la consec. La nouvelle éclata avant la suspension d'audience. Les journalistes, jusque-là sténographes silencieux, se bousculèrent comme des vannes. Les médias nationaux interrompirent leurs émissions en plein milieu de leurs phrases, et les téléphones vibrèrent à travers le pays tandis qu'un titre défilait sur les écrans. 2 hauts gradés d'Augusta arrêtés au tribunal dans le cadre d'un procès pour corruption explosive. Des hélicoptères survolèrent la ville en moins d'1 heure. Les agents fédéraux ne perdirent pas de temps. Le FBI fit une descente en convoi au siège de la police d'Augusta. SUV noirs et fourgons blindés convergeaient comme une force de siège. À l'intérieur du commissariat, la panique s'empara. Les documents qui n'avaient jamais été correctement classés furent déchiquetés dans les arrière-salles. Les disques durs externes furent jetés à la poubelle ou dans les toilettes. Dans un bureau, quelqu'un tenta de mettre le feu à des dossiers, mais fut interpellé par un agent déjà présent. Des années de dissimulation et de mauvaise conduite furent démantelées en quelques heures seulement. Ailleurs, l'effet dévastateur fut plus violent. À la résidence du maire, des collaborateurs de haut rang s'activaient avec frénésie, brûlant des documents dans la cheminée du jardin, écrasant des téléphones cryptés à coups de marteau dans les salles de bain carrelées. Les collaborateurs qui s'étaient autrefois moqués des manifestants s'enfuyaient désormais par les sorties de service, mallettes oubliées. Le maire lui-même, Harold Drexler, s'enfermait dans son bureau, les yeux rivés sur les images de surveillance du palais de justice. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Appels d'alliés politiques, de donateurs et de 2 sénateurs. Aucun ne proposant d'aide. Chaque appel était plus frénétique que le précédent. L'un de ces sénateurs était Charles Munson. À peine quelques semaines plus tôt, il s'était montré suffisant et dédaigneux lors d'interviews, soutenant avec audace la police d'Augusta et qualifiant ses détracteurs de enfants émotifs qui ne comprennent pas la loi. Maintenant, alors que le système qu'il avait mis des décennies à bâtir se disloquait sous ses pieds, il s'empressait de réécrire sa propre histoire. Une conférence de presse fut organisée à la hâte. Devant une mer de micros, Munson feignit l'indignation, dénonça la police et réclama une enquête indépendante. Mais avant que le dernier journaliste ne baisse la main, une fuite se répandit sur les réseaux, un message vocal. Le son grésillait, mais la voix était indubitable. Le ton de Munson était bas, conspirateur, presque amusé, lorsqu'il déclara au chef de la police « Ce garçon n'a pas besoin d'avocat, il doit disparaître ». La salle explosa. Les journalistes se lancèrent des questions. La conférence de presse se termina dans le chaos. Les caméras suivant Munson alors qu'il se faufilait dans une voiture noire et quittait à toute vitesse la tribune qu'il contrôlait autrefois avec aisance. Son héritage s'effondra non pas avec des gros titres scandaleux, mais avec la voix froide de sa propre cruauté résonnant sur toutes les tribunes du pays. De retour dans la salle d'audience, le juge Whittaker resta assis pendant le spectacle. Il n'avait pas bougé, n'avait plus rien dit, laissant le monde s'apercevoir de ce qu'il savait depuis des mois, qu'un système conçu pour réprimer, taire et effacer ne faisait pas le poids face à la vérité révélée au grand jour. À côté de lui, Malik était assis, immobile.
Le garçon qui était entré dans cette salle d'audience sous les chaînes et la suspicion regardait maintenant, droit devant lui, les lèvres légèrement entr'ouvertes, comme s'il hésitait à respirer. Les 2 dernières semaines lui avaient ôté son innocence, mais pas sa volonté. À la place de la peur, une tempête silencieuse. Il avait enduré les mensonges, l'humiliation et l'indifférence écrasante de l'autorité, mais il avait enduré, il avait survécu. Thérence, assis à côté de lui, serrait l'épaule de son frère et pleurait, non pas de soulagement, mais d'épuisement total face à ce qu'il avait fallu pour arriver à ce moment. De la douleur de voir Malik être brisé morceau par morceau, pour être reconstruit sous le poids de la vérité. Ses larmes n'étaient pas de la faiblesse, elles étaient une délivrance. Le juge Whittaker se tourna finalement vers Malik. Sa voix, autrefois autoritaire, s'apaisa jusqu'à devenir d'une douceur que peu de gens avaient jamais entendue dans cette salle. Il parlait sans artifice, sans décorum légal. Il n'y avait ici ni public ni texte, seulement un vieil homme s'excusant pour les échecs d'un monde qu'il avait trop longtemps tenté de réparer de l'intérieur. Il exprima ses regrets pour le temps volé, pour l'innocence meurtrie, pour la foi brisée sous la pression, puis il dit ce que personne n'attendait. « Vous êtes libre de partir. » Mais Malik ne bougea pas. Il resta assis, immobile, les yeux rivés sur ses mains, des mains menottées, bousculées, dont les empreintes digitales avaient été relevées, accusées. Des mains qui tremblaient maintenant, non pas de peur, mais du poids écrasant de la liberté après la présence constante de la menace. Cela ne lui semblait pas encore réel. Il avait attendu si longtemps pour entendre ces mots, pour les croire. Mais maintenant qu'ils étaient arrivés, il ne pouvait plus se lever, parce que la liberté après l'injustice ne ressemblait pas à un lever de soleil. C'était comme le premier souffle après avoir frôlé la noyade. La salle d'audience resta silencieuse. Les journalistes n'osèrent pas interrompre. Les policiers restèrent immobiles. Même Whittaker attendait. Terence se pencha, posant son front contre celui de Malik. Et pourtant, personne ne bougea pour briser le silence. Parce qu'ils comprenaient tous, ce n'était pas seulement la fin d'un procès. C'était la fin d'une ère de silence et le début d'une nouvelle histoire, incertaine, douloureuse et durement gagnée. Mais finalement, c'était réel. Le procès s'est terminé, mais pas l'histoire. Ce qui s'est déroulé ensuite n'était pas une conclusion, mais une prise de conscience. Une enquête fédérale s'est enflammée comme une traînée de poudre en Géorgie, ravageant l'État avec la force d'une vérité longtemps étouffée. En quelques jours, plus de 38 policiers ont été arrêtés, certains menottés, tandis que leurs collègues, stupéfaits, regardèrent les agents fédéraux lire les chefs d'accusation allant de la falsification de preuves à la conspiration et à l'abus de pouvoir. 3 juges, qui avaient autrefois statué avec une autorité sans faille, ont été suspendus, leur salle d'audience scellée, tandis que les enquêteurs mettaient sous scellé des années de dossiers. Les murmures ont fait les gros titres, et les gros titres se sont transformés en tempêtes. À Augusta, le silence s'est abattu sur la résidence du maire, tandis que les actes d'accusation tombaient comme des marteaux. Un homme qui souriait autrefois aux inaugurations et aux collectes de fonds en coulisses était désormais sous surveillance fédérale, accusé d'obstruction et de complot en vue d'escroquer le public. Ses collaborateurs disparurent un à un, démissions déguisées en congés sabbatiques, retraite ou urgence médicale. Le sénateur Munson, qui organisait autrefois des meetings de campagne à quelques kilomètres de l'appartement de Malik, embarqua dans un avion privé à destination d'une île isolée des Caraïbes. Il ne parvint pas loin. 3 semaines plus tard, il fut extradé, menotté, le visage caché derrière des lunettes noires, accueilli non pas par des caméras, mais par une nuée de marshals fédéraux. Le garçon au cœur de tout cela, Malik, n'a jamais cherché à se venger. Il ne donna pas de conférence de presse et ne profita pas de la vague de sympathie du public. Il disparut des projecteurs, refusant tous les grands talk-shows, tous les contrats lucratifs pour un livre. Là où d'autres auraient pu en tirer profit, Malik choisit l'inverse.
Il s'inscrivit dans une petite université nichée dans le nord de l'État, loin des journalistes et des projecteurs. Il évoluait discrètement entre les cours, étudiant la justice pénale non par amertume, mais par détermination. Quelque chose avait été brisé en lui, non seulement la confiance, mais la conviction que le silence le protégerait. Désormais, il était déterminé à faire en sorte que personne d'autre ne subisse ce qu'il avait subi. Pour certains, Malik était devenu un symbole, non pas de célébrité ou de spectacle, mais d'endurance, d'une force tranquille et inébranlable. Il ne portait pas l'étendard d'un mouvement, il portait le poids de la vérité, et tandis que la nation débattait de réformes et de politique, il écrivait des essais sur l'éthique procédurale et l'effondrement systémique. Tandis que d'autres spéculèrent sur son avenir, il se rendait en cours chaussé de baskets de friperie et déjeunait seul, la tête plongée dans la jurisprudence. La salle d'audience qui menaçait autrefois de le dévorer a donné naissance à quelque chose d'inattendu, un héritage. Le juge Whittaker, un homme autrefois craint des accusés comme des procureurs, a vu son nom gravé dans l'histoire du droit. Sa transformation de marteau en bouclier n'est pas le fruit d'un seul verdict, mais d'une série de choix effectués au moment le plus important. Au cours de sa dernière année avant la retraite, il a prononcé un discours lors d'un symposium juridique qui a eu un écho au-delà des frontières des États. La justice, a-t-il dit, ne se trouve pas au tribunal. Elle se forge dans les moments où le pouvoir pense que personne ne regarde. Il leur a rappelé qu'il regardait. Et, plus important encore, il s'en souvenait. D'autres ont suivi son exemple. Jordan Wells, le jeune avocat commis d'office dont la voix tremblait autrefois, Terence, le frère aîné de Malik, autrefois connu uniquement pour sa fureur au tribunal, endossa un nouveau rôle. Il devint un mentor dans leur quartier, enseignant aux garçons tels qu'ils l'avaient été, incertains, en colère, vulnérables, comment naviguer dans un système conçu pour les briser. Il ne leur offrit pas de faux espoirs. Il leur offrit la vérité, la discipline et le même amour indéfectible qu'à Malik. Les cicatrices de ce qu'ils avaient enduré ne disparurent pas, mais devinrent des cartes, des rappels de l'endroit où il ne fallait pas retourner. Quant à l'empire de la corruption d'Augusta, il ne s'effondra pas dans les émeutes, la fumée ou les chants. Il s'effondra dans le silence, une lettre de démission à la fois, un mensonge révélé à la fois, une condamnation annulée à la fois. Il n'y eut pas de grand final, seulement le son de la vérité, enfin ininterrompu. Elle arriva par vagues, images de caméras corporelles diffusées sans montage, rapports non censurés, aveux sous serment. La machine qui semblait autrefois invincible s'arrêta, anéantie par sa propre arrogance. 10 minutes. Il n'en fallut pas plus à 2 policiers racistes pour prendre un homme pour un simple accusé noir. Ils ignoraient qu'il s'agissait du juge Whittaker. Et dans ce bref instant brutal, ils révélèrent tout ce que la ville tentait de cacher. Leurs mains heurtèrent la mauvaise personne, déclenchant ainsi une réaction en chaîne dont aucun badge ne pouvait les protéger. Les mensonges qui avaient bâti leur royaume ne survivaient pas à la lumière. Et Malik, autrefois un simple garçon qui gardait la tête basse au travail, était devenu l'architecte discret de quelque chose de nouveau. Non pas une justice rendue par la rage ou la vengeance, mais par la vérité, mesurée, durable et profondément ancrée. Une nouvelle forme de justice qui n'avait pas besoin de gros titres pour entrer dans l'histoire.